veulent pas de régulation. Ils n'en veulent pas. Voilà, c'est tout. Quand tout à l'heure, Morgane a parlé de chambre de compensation, on en a beaucoup parlé dans les années 2009, je me souviens, tout le temps. Oui, on va le faire, oui, on va faire ci, oui, on va faire ça. Mais résultat des courses, c'est reparti comme à l'époque. Il n'y a pas eu de changement du tout. Donc ils n'en veulent pas, c'est tout. Les anglo-saxons n'en veulent pas. Et de toute façon, toutes les lois qui sont faites en France, on va dire loi stupide, réponse stupide, ils créent des nouveaux produits, c'est fini. Par exemple, ils avaient espéré avec la taxe là, sur les transactions de bourse, je ne sais pas combien, 1 milliard, et puis ils s'aperçoivent qu'ils ne vont pas avoir grand-chose. Mais pourquoi? Parce que, rien que sur les options, par exemple. Les options, lorsqu'il y avait une livraison d'une option sur un titre du CAC 40, donc avec des capilles dépassant 1 milliard, il y avait cette fameuse taxe de 0,2. Donc tu te faisais livrer, à signer par exemple, tu étais soit livré, soit tu devais vendre, et donc tu payais tes 0,2. Parce qu'il y avait une livraison physique à la fin. Il y avait des options de type américaine ou européenne, mais dans les deux cas, sur les actions, il y a livraison à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que la loi est passée, 2 mois plus tard, ils ont inventé des options de cash settlement. Voilà, c'est terminé, bonsoir. Il n'y a plus de livraison, on fait comme sur le CAC 40, on fait des différences de prix, mais il n'y a plus de livraison, donc plus de taxes, donc plus d'impôts, plus rien, enfin c'est fini. Voilà. Chaque fois qu'ils inventent quelque chose, que ce soit des impôts ou autre, soit ils créent d'autres produits, soit ils contournent la réglementation. De toute façon, il ne pourra pas y avoir de dénominateur commun. Le seul dénominateur commun, c'est gagner de l'oseille. Point final. Le reste, ils s'en foutent. La fin justifie les moyens. Une fois qu'on a compris ça, enfin moi il me semble que c'est très clair. Mais on peut avoir d'autres avis, hein, mais moi en tout cas c'est le mien depuis 30 ans que je fais ce métier. Et j'en ai vu les vertes et les pas mûres. Alors, effectivement, vous savez peut-être qu'il y a eu la loi de 84, à partir du moment où il y a eu la loi bancaire de 84, justement sur la déréglementation, décloisonnement, etc., les différentes banques, enfin, différents types de banques sont devenus un seul et même type de banque qui faisait à la fois de la banque de détail, de la banque d'affaires et intervenait sur les marchés de capitaux. On a fait ça pourquoi? Parce que ça permettait de mettre la main sur ce que vous avez sur vos comptes courants et sans vous donner d'intérêt là-dessus et de pouvoir utiliser cet argent-là pour intervenir sur les marchés. Encore une fois, part de marché, puis plus on a d'argent, plus ça permet de peser sur un marché et à partir de là, dès qu'on est leader, on sait que si on a besoin, c'est vous qu'on viendra voir plutôt qu'un autre. Donc effectivement, si jamais on diminue la portée d'argent dont peuvent se servir les banques, il y a énormément de chances déjà, donc en diminuant les leviers, il y a énormément de chances déjà qu'il y ait moins de problèmes, ou en tout cas des crises qui soient moins importantes. Le deuxième schéma pour limiter la crise, et je vais reprendre un tout petit peu sur le côté vicieux dont parlait Jean-Louis tout à l'heure, c'est si vous avez un supermarché, que vous voulez avoir quelqu'un qui fasse la surveillance, le meilleur moyen que vous ayez, c'est d'embaucher un ancien voleur. Si vous allez voir une entreprise comme Torchman qui fait des portes blindées, la personne qui teste les portes blindées, c'est un ancien cambrioleur. Ce qu'il faut sur les marchés, c'est forcément sur du risk management, avoir d'anciens traders. Et c'est par définition, ce serait normalement la fin ultime d'une carrière de trader, c'est d'arriver justement comme risk manager. Le problème, c'est qu'un risk manager ne gagne pas du tout la même somme qu'un trader. Vous n'êtes jamais payé sur les sommes que vous avez évité de faire perdre à votre banque. Par contre, vous touchez un joli bonus sur de l'argent que vous êtes susceptible de faire gagner à votre banque. Je reprends d'ailleurs un point en particulier sur la migration de tout le monde. Quand vous pricez des produits à 10, 15 ou 20 ans, vous savez que votre temps moyen à votre place, ça va être entre 3 et 5 ans. Vous touchez un bonus vis-à-vis d'une évaluation qui est faite aujourd'hui. On ne sait pas du tout combien ça vaudra dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et par contre, dans 5 ans, vous ne serez plus là, donc il n'y aura aucune responsabilité sur le produit que vous avez engagé, de savoir si vous vous êtes trompé ou pas. Donc il faudrait au moins en fait changer la politique de rémunération qu'il peut y avoir là-dessus, et en particulier peut-être payer beaucoup mieux des risk managers, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées de faire le contrôle de ces risques-là. C'est vrai que sur ce point-là. Comme il y a eu beaucoup de traders virés dans les banques ces derniers temps, on a observé beaucoup
traders qui prenaient les devants, souvent des gens 40, 45, qui sont passés du côté contrôle. Donc ils ont abandonné le trading pour passer du côté contrôle. Et moi, on me dit, ça rassure quand même bien d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on fait, qui peuvent vraiment contrôler, qui nous comprennent tout de suite. Et voilà, il y en a quand même de plus en plus. Alors, on ne peut pas dire que ce soit des voleurs qui passent au contrôle, mais en tout cas de traders, de vrais traders, d'arbitrage souvent. Hein. C'est traders d'arbitrage, hein, c'est pas des traders directionnels souvent, mais qui passent du côté contrôle, et cela depuis 2 ans. C'est vraiment un mouvement fort que l'on observe dans les banques, vraiment. Enfin, ça, c'est un témoignage de gens qui sont dans des banques, qui sont traders. Est-ce que vous pensez donc que les techniques de contrôle de risque, enfin, elles ne tendent pas à s'imposer comme une matière à part entière qu'on devrait peut-être plus nous enseigner dès la formation Parce que je sais qu'on a déjà des techniques, cette même matière comme ça sera enseignée en Master 2, mais c'est quand même très tard. Est-ce qu'on ne devrait pas accorder plus d'importance à... Alors, il y a un point quand même qui est important, c'est tout ce qui est législation et qui change. Si jamais on change les règles du jeu, le risque change aussi. Si jamais je fais un tout petit exemple sur du trading, vous pouvez avoir des positions en particulier sur des contrats de futur. Si jamais on change la règle, par exemple on modifie les déposits du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver sur une position qui était gagnante, être liquidé immédiatement parce que du jour au lendemain, votre broker ou votre chambre de compensation va vous dire: hier, je demandais uniquement 2500 € ou 3000 € pour traiter un contrat 4 ou un stocks. Aujourd'hui, on vous en demande 10 000. Vous étiez sur 4 contrats, par exemple. Vous aviez ces 10 000 là. À aujourd'hui, vous ne pouvez en avoir plus qu'un. On liquide les 3 qu'il y a en trop. Le changement de règle peut avoir des modifications qui sont gigantesques sur le marché à proprement parler. Donc, il faudrait au moins avoir une stabilité là-dessus. Or, comme les personnes qui définissent ces règles-là sont rarement des personnes qui sont suffisamment poussées d'un point de vue technique pour pouvoir comprendre ce qui s'échange comme produit, il y aura toujours un décalage en fait entre la réglementation, ce qu'on met en place et effectivement un contrôle qui soit opérationnel, en tout cas effectif. Donc, ce décalage-là, il ne pose aucun problème à partir du moment où en amont, on sait déjà qu'il y a des grilles d'exposition qui peuvent être maximales. Si jamais on fixe ces grilles d'un point de vue assez ferme, alors vous avez BAL 1, BAL 2, BAL 3 qui ont essayé de limiter les qui ont essayé de limiter en fait l'exposition des traders et justement sur les risques qu'ils pouvaient prendre. Il est évident en fait que c'est de ce côté-là en fait que ça passe. Donc on peut vous l'enseigner, on peut vous enseigner en fait comment couvrir et comment gérer les risques. Il n'empêche que, tant qu'il n'y aura pas de décision qui puisse être fixe dans le temps avec un caractère juridique et qui reste stable, on aura toujours un temps trop tard. Et puis à part vous dire, faites attention, le trader peut péter les plombs et peut tricher, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? On ne va pas vous apprendre à être vicieux, c'est un peu tôt, surtout que les choses peuvent tellement évoluer comme il est de le dire. Donc, contrôle du risque, il y a une très grosse différence entre la théorie qu'on pourrait vous enseigner, voilà, bête et méchante, mais qui est facilement explicable, vérifier le déposit. Moi, j'ai jamais vu un déposit quand même varier de 2000 à 10 000 en une journée. Hein. Par exemple. Ouais, non, mais là, tu vas fort. Mais si jamais je change les règles... de déposit, c'est pour ça que les déposits, ils varient au maximum de 20% par jour. En cas de hausse de volatilité importante, et c'est souvent quand ça se casse la figure, bien évidemment, c'est là où la volatilité monte. Mais ça, c'est des règles de marché, c'est pas la même chose. Dans des règles de contrôle, on pourrait mettre un cahier des charges extrêmement précis en place, sauf que le risque, il vient pas de là. Le risque, il vient, encore une fois, de vérifier vraiment est-ce que le trader te dit la vérité sur sa position. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on va partir du principe que le gré à gré, l'OTC, plus en plus informatisé, et a priori le contrôle serait normalement de plus en plus facile. Ça c'est une certitude, une vérité. Je pense que d'accord, Morgane, que l'OTC devient de plus en plus électronique, ouais. Donc identifiable comme étant éventuellement une fraude si jamais on t'invente des positions. Oui, absolument. Enfin,
le coup de cachet en plus des paumes, ça a toujours été l'apanage de toutes les institutions financières. Vous avez eu ça dans les... enfin, ce dont je peux témoigner, c'était pour les années 2000, 2001, 2002. Vous avez énormément de pertes qui ont été cachées justement grâce à ces marchés de l'OTC, qu'on ressort petit à petit une fois que les marchés reviennent à un niveau un peu plus calme. Quand ça remonte, et ben, on essaye de passer tranquillement des pertes qu'on a pu stocker, mettre dans des placards. Alors, il n'y a pas énormément en fait, de moyens de pouvoir les juguler, excepté uniquement limiter l'exposition. Le deuxième élément, c'est surtout je pense que ces lois de marché, elles dépendent d'une seule chose. Vous avez un risque, il faut supporter ce risque-là. Si jamais on sauve en permanence les banques et les institutions financières, les risques qu'elles ont pris, si jamais il n'y a pas une table sur la tête qui dit vous avez joué, vous avez perdu, maintenant c'est fini, il ne peut pas y avoir en fait un contrôle des risques et une simplification des procédures qui puissent être opérantes. Vous savez, ils ont fait ça à Lehman et après tout le monde s'est emballé. Oui, parce que c'est des marchés de confiance. Je reprends juste un tout petit élément. Quand les premiers banquiers, c'est de là d'ailleurs dont vient le terme banque, quand ils donnaient un petit peu trop de crédit, ils faisaient faillite, on cassait la banque, on faisait une banca rota qui est devenue banqueroute. Et on le faisait de manière publique, de telle manière que pour tout le monde, il y avait en plus cette espèce de témoignage collectif de lui, il a chuté, stop, c'est fini pour lui, on casse le banc. Aujourd'hui, l'exemple qu'on a pu avoir avec l'institution bancaire en général, c'est qui perd, gagne. C'est-à-dire, si jamais je prends des positions qui sont gigantesques, on parlait d'ailleurs récemment de la BNP, ce qu'elle avait au niveau de son bilan, sur le nombre de fois le PIB français qu'elle avait au niveau de son bilan, le risque est tellement systémique sur une taille qui est tellement gigantesque que vous ne voulez surtout pas en fait qu'il y ait de la casse parce que ça aurait des conséquences qui sont gigantesques. Or, il faut qu'il y ait de la casse, par définition. Le marché ne peut fonctionner que si jamais je gagne, j'ai du mérite à gagner, mais si je perds, il faut que ce soit tranché. Tant qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a aucune raison en fait qu'on ne recommence pas. Imaginez une partie de flipper, si jamais on vous remet des pièces, vous continuez à jouer. Peut-être laisser les autres réagir. Jean-Luc Cusac, vous voulez... Non mais Lehman Brothers, l'explosion de Lehman, c'est une escroquerie. Le problème, c'est pas parti d'un comportement normal du marché. C'est ça qu'il faut aussi quand même expliquer. Bear Stearns, c'est un peu la même chose. Lehman, ils ont vendu à découvert des titres, ils en ont vendu plus qu'il en existait pour les mettre au tapis. Ils n'ont jamais livré les titres. Voilà, c'est clair, la SEC n'a rien fait, c'est très grave. C'est très très grave. Non mais c'est une vérité ça. Oui, bon, donc là, c'est pas un comportement normal du marché, c'est pas une suite logique du comportement normal d'un marché, c'est une escroquerie. Et tout vient d'escroquerie. La plupart du temps, c'est ça le gros problème. Alors plus c'est gros, plus ça passe, parce que trop gros pour tomber si vous voulez. Et bon voilà, c'est tout le temps, moi ce que c'est toujours ce que j'ai constaté, ça vient toujours d'une escroquerie. Là, j'étais en train de lire un truc. Là. Bon, c'est une société qui s'appelle SGSP. Société Générale Securities Paris. Bon, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais le rapport de l'AMF, alors il demande une sanction de 300 000 €, relève l'insuffisance des outils de contrôle technique à disposition. Insuffisance des outils de contrôle technique. Merde. La SG, c'est pas, ils ont déjà eu des problèmes. Ils pointent des failles dans la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. Ça pose problème. Si c'est vrai, bien sûr. Hein. Ainsi que dans le contrôle des murailles de Chine. Ça veut tout dire. Point final. Hein. Et ils disent même que le rapport souligne les entraves au travail du RCSI. C'est quand même assez fort. Voilà. Donc, c'est ça, ça veut... Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est avéré d'une manière évidente ou pas, j'en sais rien. L'AMF, ils sont aussi assez compliqués quand même, c'est pas facile. Mais c'est quand même une grande institution
qui manifestement n'a pas mis tous les moyens nécessaires à un contrôle des risques. Voilà. Donc c'est. Oui, mais c'est pas parti de Paris, la crise des subprimes quand même, ça se saurait. Mais ça, attends, la crise des subprimes, c'est pas le contrôle des risques, ça. Non, mais si, oui, parce que Mais les non. gens, ils évaluaient des produits qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils mettaient des notes, ils me disaient, oui, ton produit, c'est un triple A. Qu'est-ce que c'est ton produit? Ah, ben c'est indexé sur l'immobilier de bureau polonais. Waouh! Les gens du 9-3 ont acheté ça. Mais je sais pas, je signe le chèque. Ah bon? Ah, ils ont des moyens, ouais. Ben oui, mais ils ne savaient pas. Et là, ils sont en train de renégocier avec le gouvernement. Ils ont acheté un produit indexé sur l'immobilier de bureau polonais. Je ne sais pas, un bon père de famille, je me dis, il y a peut-être un lézard. Je ne sais pas, le livret A, il donne 2% ou 1%. On vous propose un produit qui vous en donne 10. Et on dit que c'est légal et sans risque. Je ne sais pas, moi, je me retourne de mon côté, je me dis, il y a quelque chose qui n'additionne pas. Mais les gens, ils signent. Donc le commercial, il faut l'embaucher parce qu'il est super bon. Bon, là, il a touché sa com, comme tu disais très justement. Aujourd'hui, le produit n'existe plus. Et là, ben, le département Seine-Saint-Denis sont en train de négocier pour se faire rembourser les intérêts. Parce qu'ils ont trop payé. Là, ils sont rendus à 13% d'intérêt. Alors qu'on emprunte à des taux négatifs depuis quelques mois. Ben, c'est tout. C'est pas vraiment les subprimes, ça. Les subprimes, c'est des paquets de dettes qu'on a mélangés, on ne sait pas ce Ben, qu'il y avait dedans. Et en fait. L'immobilier de ça bureau cotait. polonais, c'est un peu n'importe quoi, je crois. Ouais, d'accord, mais on Mais sait ça ce fait qu'il y avait partie dedans. du subprime. Quelqu'un, dans le subprime, ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. Et c'était un paquet de dettes, et on se disait, bon, si l'économie repart, ça montait, si l'économie, les perspectives économiques diminuent, ça va baisser. Et ils ont trouvé ça pour se l'échanger, et c'était comme une patate chaude à la fin, mais moi, écoutez, sincèrement, je connais personnellement j'ai des potes qui ont mon âge. Alors c'est vrai, j'ai 50 et quelques années, donc j'en ai quand même vu un peu, et si l'âge est là, il y a aussi un avantage, c'est d'avoir des connaissances un peu partout. Et moi, je connaissais des gens qui disaient, mais arrêtez de jouer à ça. Mais les traders, ils ne voulaient pas arrêter. Parce qu'il y avait que là où ils gagnaient un peu d'argent, où ils pouvaient spéculer comme des malades. Et il y a vraiment des sociétés, enfin des sociétés dans lesquelles les contrôles de risque disaient, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais le fait qu'ils gagnaient de l'argent, entre le contrôleur, on veut dire des risques, et qui là, en effet, faisait marcher le bon sens dont parlait Morgane tout à l'heure. Il y avait vraiment une question de bon sens. Il disait, mais arrêtez, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, et on va se retrouver collé avec des saloperies. Mais ça, le message n'arrivait pas, enfin, le trader l'entendait, il envoyait paître le contrôleur, et il n'y avait personne entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, le responsable, c'est qui? Ben, c'est le patron, qui doit dire, bon, attendez, j'ai quand même des gens qui travaillent pour moi, mais qui traitent un type qui contrôle, et le contrôle tire la sonnette d'alarme. Bon, il faut arrêter. Mais ils n'ont pas arrêté. Voilà, c'est tout. La fin justifie les moyens. Malheureusement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors maintenant, je sais pas, il y a peut-être des questions sur le contrôle plus du riche, j'en sais rien. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Ouais, on va pas tarder à- Même des trucs que vous avez envie de poser. Souvent, moi, je fais des conférences, et tout ce que vous avez osé demander sur la bourse, je sais pas. Il y a une question, Manu. Oui, moi je voulais savoir parce qu'on parle de contrôle des risques a posteriori et du fait que justement les traders s'engagent dans ce genre de choses qui sont vraiment dangereuses et que rien ne peut les arrêter. Est-ce que le principe même des bonus, c'est pas là où il y a un gros problème et qui les pousse à toujours à ne pas s'arrêter parce que ils vont faire gagner des millions et gagner un pourcentage. Après, quand la banque perd, bon, en général, ils gages ou quoi, mais les pertes sont pas du tout les mêmes Alors, pour eux. Oui, bien sûr, mais en même temps, attention, ils engagent beaucoup de traders et tous n'arrivent pas à gagner de l'argent et beaucoup sont virés. Donc là, on parle des gens, a priori, qui savent faire des choses, alors après, moralement discutable peut-être, mais qui arrivent à gagner et à générer de l'argent. Mais le trader, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Lui, il a fait son job. Lui, ils étaient 100 au départ, il est peut-être tout seul à l'arrivée, on va dire, et c'est lui qui gagne le plus. Il a le bonus, ouais. Alors bon, mais c'est certainement pas la faute du trader. Alors à ce moment-là, si on supprime le bonus, il va peut-être pas en effet prendre autant de risques, parce que il va pas avoir l'intérêt de le faire. Alors ça veut dire qu'il faut supprimer les bonus. Le problème, c'est que si demain, il n'y a que la SocGen qui supprime les bonus, ils vont tous partir ailleurs, et le business, il va se faire ailleurs. Donc,
Comme c'est impossible de mondialiser, enfin de faire un accord mondialisé, on ne voit pas comment ça va changer. C'est ça le problème, on ne voit pas comment ça va changer. Vous pensez que ça pourrait être une solution si tout le monde s'accordait parce que Ah bah, évidemment, si tout le monde s'accorde, on peut faire n'importe quoi, on peut décider n'importe quoi. Il y en a quand même pas mal qui ont dit quel était d'ailleurs l'intérêt des marchés en continu, qu'est-ce qui justifiait le fait qu'une action cote aussi longtemps dans la journée, parce que fondamentalement, rien ne justifie les différences de prix telles qu'on les voit entre 8h et 17h. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'a fait le marché ces derniers jours? C'était très spécial. Moi j'avais décrit comme du fait que les flux financiers étaient quasi inexistants. Donc si les flux financiers sont quasi inexistants, il y avait la spéculation. Et la spéculation, elle a des deadlines à respecter, les fins de séance, etc. Et toutes les gestions spéculatives et toutes les gestions de delta notamment, c'est des gestions d'amplification de mouvement. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des marchés, soit ils ne bougent plus, soit ils prennent des directions et ils ne s'arrêtent pas jusqu'à la clôture comme hier soir. Et inversement, comme on a fait jeudi un plus bas, lundi un plus haut de l'année, un plus bas jeudi de l'année pratiquement, un plus haut lundi, et à nouveau un plus bas tout à l'heure à 18h. C'est quand même délirant. Et moi, ce que j'explique sur BFM souvent quand je parle, je dis, aujourd'hui, les marchés tendent vers des comportements excessifs. L'excès entraîne l'excès parce qu'il n'y a pas de flux. Et la spéculation et l'argent, il y en a quand même, elles spéculent avec des montants qui dépassent largement une réalité économique. Largement. Voilà. Il y avait une autre question. C'était légèrement différent, c'était par rapport au trading de haute fréquence et à l'automatisation du trading. Et je me demandais, est-ce qu'à terme, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de traders humains, enfin je sais pas, dans 10 ans, 20 ans? Il y en a de moins en moins. Ils estiment à quoi? 70%, je crois. Le volume par ordinateur s'est rendu à 70. J'ai entendu entre 60 et 70. Donc on dirait que les 2/3 du volume se fait sans... Ouais, là-dedans, il y a l'arbitrage, on va dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu naturel quand même. L'autre fréquence, c'est encore autre chose. C'est pour essayer de vraiment tirer profit de micro-variations. Tu les vois dans les carnets, ils se placent dès qu'il y a des écarts un petit peu trop importants entre guillemets entre la freine allemande. Bon, l'intro de Facebook, c'est ça qui a fait sauter les serveurs. Hein. Regardez, la bourse du CMI, ils ont un système informatique qui permet de traiter 1 million d'opérations à la seconde. Et à la fin de l'année dernière, ils ont atteint les 900 000. Déjà 1 million d'opérations seconde. Et ils ont presque saturé les ordinateurs. En décembre, avec l'histoire du Physical Cliff aux États-Unis, je ne sais pas quelle journée exactement, ils ont monté à plus de 900 000. C'est-à-dire que là, on va être à quoi? Plus d'1 million, ça va être 10 millions, il n'y a plus de... C'est tout. Mais au lieu de se dire, oui, c'est pas bien, de trouver, pas la faille du système, mais si on peut gagner comme ça, c'est comme ça. C'est le court-termisme qui provoque aussi cette spéculation. C'est la recherche du court-termisme. Tous les investissements sont faits pour du très très court terme. La recherche du profit est faite sur des horizons de trading qui sont de plus en plus courts. Et c'est terrible. Donc ça provoque des... Et c'est ça, quand j'explique que les marchés sont des outils. Ils ne représentent plus rien au niveau de l'économie. Rien du tout. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qui justifie que ce matin... On ouvre à 3600, à la limite qu'on aille chercher, enfin, c'était lundi, vous vous rendez compte, on ouvre à 3640, on va chercher 3785. Et le soir, on va rechercher 3615, ça fait quand même des écarts monstrueux. Fondamentalement, franchement, rien ne justifie. Bon, à 15h, il y a eu l'Italie avec les résultats, mais bon, c'est monté un petit peu encore, ils avaient anticipé, puis après ils étaient déçus. Non, mais derrière tout ça, c'est quand même des machines, c'est de la spéculation, c'est de l'hyper-spéculation. Les flux de l'économie ne sont pas du tout en corrélation avec les flux financiers. Les flux financiers sont hyper importants. On va peut-être laisser Morgane Trinidad. Juste pour vous répondre en même temps sur le coût des bonus. Un bonus, c'est ce qu'on appelle un call gratuit, c'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité de gagner, par contre vous ne payez pas vos pertes. C'est intéressant quand même, alors je crois que c'était 2 ou 3 banques américaines qui avaient décidé de payer les traders avec les produits qu'elles avaient vendus. Ça n'a pas remporté une adhésion qui était formidable. Mais voilà, il y a peut-être un petit peu de ça
avoir pour le limiter, peut-être garder les bonus aussi, mais qu'ils aient une implication avec les pertes qui peuvent être subies. Pour le trading à haute fréquence, c'est particulier, c'est l'avènement de l'Internet qui a baissé les commissions et les courtages. Moi, en tant que professionnel, je payais plus cher qu'en tant que particulier. Il y a eu une grande pression, et ça n'empêchait personne de devenir milliardaire avant. C'est-à-dire quand on payait très très cher les frais de transaction, Warren Buffett n'a pas attendu l'avènement d'Internet pour devenir milliardaire. George Soros non plus. Donc, c'est pas le fait d'avoir des commissions qui soient extrêmement basses qui le font. Par contre, pour un courtier, au lieu de toucher 1, il touchait plus que 0,1. Donc, il s'est dit, je vais multiplier les échanges et donc favoriser le trading qui soit justement avec marge pour favoriser les transactions pour qu'au final, à la fin, je touche quand même 1 de courtage. Donc, on va faire 10 fois plus de volume pour toucher 1. Et ça a été là-bas en fait de ce trading à haute fréquence, c'est-à-dire qu'on a même payé des gens uniquement pour se placer à l'intérieur d'un carnet d'or. Et donc vous recevez de l'argent uniquement quand vous êtes apporteur de liquidité, par exemple. Et vous payez des frais de transaction quand vous enlevez de la liquidité. Vous êtes apporteur de liquidité quand vous placez des ordres limites à l'intérieur d'un carnet d'or, à l'achat et à la vente. Par contre, quand vous tapez directement le bid-ask, donc le prix offert ou le prix demandé, là par contre vous allez payer des frais de transaction. Il est évident que ça a eu comme conséquence l'avènement de sociétés qui se sont dit si en plus on peut toucher de l'argent en plaçant uniquement des ordres, il faut absolument qu'on trouve un système pour pouvoir le faire. Qui plus est, les brokers vous imposez un volume minimal, c'est-à-dire ok, vous ne payerez pas de frais de transaction, vous en paierez très faible, ou vous toucherez de l'argent, mais sous réserve que vous fassiez un volume minimal. Évidemment, c'était un volume qui était extrêmement conséquent. D'où l'avènement en fait de tout ce qui est technologie robotisée, l'algo trading, et qui a eu comme conséquence les flash cracks qu'on a pu connaître, etc. Enfin, c'est pas le trading à haute fréquence qui est responsable de toutes les crises qu'on a pu avoir, encore une fois. Et puis c'est facile à casser, il n'y a juste aucune volonté en fait pour pouvoir casser ce type de trading. Il y avait une autre question. Ouais. Non, si vous vouliez rajouter quelque chose, Christophe. Non, j'ai regardé, ça remonte un peu là. D'accord. Il y avait une autre question, Vincent. C'était au niveau des effets de levier en fait, parce que c'est quand même pas mal lié au risque, parce que même quand on achète 1, mais en fait on achète 10, 20 000, comme sur Forex, vous avez dit, ce serait pas même, on ne pourrait pas te limiter, histoire d'avoir un peu moins de risque sur le marché, parce que c'est qu'il y a de la barine, parce que le mec il avait je sais pas, 1 million de livres en placement, et il a tombé sa banque, il y avait 1 milliard de... Si vous risquez rien à titre personnel en plus pour le faire, la Barine a eu un écho qui était très important, parce que c'était la reine d'Angleterre qui était là. Mais si jamais en fait vous n'avez aucun risque en fait à prendre, encore une fois, comme votre bonus est fait sur votre performance, plus vous intervenez, plus vous avez des chances de toucher un bonus. Même au niveau de la banque, quand ils savent très bien, c'est que quand vous avez quelque chose, au bout d'un moment, vous mettre un levier de 1000, enfin bon, le cas, il peut gagner une fois. Alors attention, pour le levier, il y a un petit décalage là-dessus. C'est-à-dire que normalement, vous devez avoir le million, et on vous demande de ne montrer que les 1000. Ce qui a été pris à l'inverse, c'est-à-dire j'ai 1000 et je peux intervenir à hauteur d'un million. Donc le système à la base était déjà galvaudé, mais c'est absolument normal puisque on essaie de tirer au maximum, puisque le fruit de ce travail va être et une performance et un bonus in fine. Donc le levier il provient de là. On permet justement à des traders individuels d'intervenir sur un marché qui est extrêmement violent comme le Forex. Et